En fait, on fait ce qu'on veut, donc chaque acteur est libre, quoi. Donc, dans la troupe, il y en a toujours un qui est plus friand d'un coup de faire une blague et ça marche et qui la refait tous les soirs jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Et celle-ci n'est pas écrite dans le texte, mais je veux dire, la base. C'est vous qui faites ça? Moi, je fais énormément de blagues. Je suis très, très. Non, pas du tout. Nous accueillons donc Georgia Scalier, qui est sociétaire de la Comédie Française depuis 2017. Ouais. Chic. Pour la première fois, je suis sur une scène avec quelqu'un de la Comédie Française. Et qui est rentré au Français en 2009. Ouais. Voilà. Je connais pas la date par cœur. J'ai révisé, moi. Ouais. Qui n'a quasiment connu que le français. Ouais. Voilà, qui est une comédienne qu'on aime beaucoup, que beaucoup de gens aiment beaucoup, qu'on peut voir en ce moment dans La Nuit des Rois, monté par Thomas Ostermeyer, qui est un peu le spectacle phare de la rentrée de la Comédie Française, de la nouvelle saison, et qu'on pourra voir bientôt aussi au Théâtre de la Bastille, après la répétition d'Ingmar Bergman, avec le collectif anversois du TG Stan, qui sont des gens de théâtre absolument formidables. Georgia donc a accumulé pas mal de rôles à la Comédie Française dans cette troupe un peu rajeunie, un peu renouvelée. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Et elle a aussi fait du cinéma, notamment dans L'odeur de la mandarine. Ouais, c'est ça. L'odeur de la mandarine de Gilles Legrand, qui était formidable, et aussi dans l'adaptation cinéma des Trois Sœurs qu'avait tourné Valéria Bruni-Tedeschi d'après la mise en scène d'Alain Fanson. C'est ça, je dis pas de bêtises? Non, pas de bêtises. Cool. On va peut-être partir du tout début, Georgia. Jouer la comédie, c'est une vocation. Ça vous tombe d'un coup comme ça, Oui, dans mon cas, c'est vrai, j'ai jamais trop su expliquer. Oui, ça ressemble un peu à ça. J'ai commencé le théâtre à 8 ans. C'est nécessaire, du coup, les micros? Parce qu'on n'est pas beaucoup. Non? Pardon. Voilà, super. Vous savez porter votre voix, moi pas. D'accord. En revanche, la veste... Donc oui, j'ai commencé à 8 ans et puis j'ai jamais voulu arrêter. Et je sais pas pourquoi, j'ai dit j'ai envie d'être comédienne dès que j'ai commencé le théâtre. J'avais vu un oncle qui faisait du théâtre amateur et j'avais vu un spectacle à lui et je pensais que c'était juste pour les adultes, le théâtre. Et j'avais trouvé ça génial. Et quand j'ai su qu'il y avait des cours pour enfants, j'ai dit moi je veux en faire. Et je pense que j'ai eu la chance de grandir dans une famille, enfin en tout cas ma mère me disait toujours, il y a l'école, fais comme tu peux à l'école, mais après tu pourras choisir un métier que tu aimes. Et j'ai dit, mais en fait ce que j'aime c'est le théâtre, donc je ferai ça. C'était la règle de faire. Parce que vous avez fait du théâtre donc à partir de 8 ans sans jamais vous interrompre? Ah non, jamais. Du coup, quand j'ai commencé, je faisais de la danse et la danse me remerciera, je pense, d'avoir arrêté à ce moment-là. Et du coup, j'ai arrêté ce que je faisais extrascolaire et j'ai commencé le théâtre, de petits ateliers comme ça et que j'ai très vite, moi, pris très, très à cœur. Et j'ai eu la chance, donc j'ai grandi pas loin de Pernan-Vergelès, enfin en Bourgogne, quoi. Et là-bas, il y a la maison. Le vin ou le théâtre, en fait. Voilà. Et donc on dormait là où dorment les vendangeurs. Hein. Et j'ai aussi fait les vendanges à Pernan-Vergelès. Mais là, je faisais un stage de théâtre à la maison Jacques Copeau. Et j'ai rencontré Catherine Dasté. Et c'est un premier stage pour moi à 15 ans qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et là, j'ai intégré à Dijon une compagnie semi-professionnelle qui était dirigée par Guy Martinez, qui est un homme qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Et je me souviens avoir juste un peu bataillé à ce moment-là, après ce stage, pour intégrer cette compagnie qui était normalement qu'à partir de 17 ans. Enfin, ça ne veut rien dire, mais c'était juste parce qu'ils voulaient des gens vraiment motivés. Et j'ai dit non, je ne veux pas retourner à la MJC, tout ça, manger du chewing-gum et faire le petit spectacle de fin d'année que j'adorais, mais je sentais que j'avais envie de faire plus. Et si vous vous rappelez votre plaisir d'enfant, c'est un plaisir de quoi? De déguisement, d'être sur scène, de raconter une histoire? Ça se passe où?
Il y a eu deux choses. Et à l'école, avant même que je commence, c'était vraiment les poèmes, en fait. Je saoulais tout le monde. Je récitais beaucoup des poèmes à la maison. Donc je me souviens de ça à l'école, quand qui veut lire, non, je levais toujours la main pour lire, alors que j'étais plutôt timide, je pense. Enfin, en tout cas, voilà, je parle. Mais ça, vraiment, avec les textes, j'aimais beaucoup quand d'un seul coup ça faisait rire mes copains et tout. Ça me donnait beaucoup de joie d'avoir l'impression de dire mais non, mais Voltaire, en fait, c'est hyper rigolo, regarde. Et parce que les phrases sont un peu impressionnantes. Et après, quand on trouve juste le sens ou l'humour d'un texte et que ça parvenait aux copains, j'aimais beaucoup. Mais sinon, c'est vraiment beaucoup passé juste par la scène. Et comme je vous dis, les spectacles de fin d'année, même quand on est déguisé en aubergine dans la ratatouille de fin d'année, ou cette sensation en fait de se jeter dans le présent en fait. Et voilà, j'ai des souvenirs très très forts enfant d'improviser par le trac, on se souvient plus trop ce qu'on a prévu, puis du coup on fait autre chose devant les gens, avec les copains, et c'est comment la scène nous donne une exigence de présent et nous fait partager vraiment quelque chose de fort, je pense. Et à quel moment on est sûr que vous serez une bonne comédienne, que vous pouvez que vous pouvez en vivre? Alors ça c'est tous les soirs, c'est la gros point d'interrogation. Non, là, vous avez un bon contrat quand même. Ah oui, pour en vivre, alors ça se termine dans un an, hein, déjà. Ça s'est régulièrement renouvelé. Pour moi, c'est l'année prochaine. Bah oui, je sais pas pourquoi. Pour le moment, j'en vis. Non, mais je pensais que quand vous étiez plus jeune et que vous dites ça va être mon métier et qu'on vous dit ben oui, ok, c'est possible en fait que ça soit votre métier. Ouais, non, mais ma réponse est sérieuse quand je dis je sais pas, parce que c'est vraiment, disons que l'impulsion est très forte et très, je pense, très naïve d'une jeune femme qui se rend pas trop compte. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on m'a toujours tendu la main et dire ah ok, viens avec moi, ah je te fais confiance, viens. Et pour moi, l'expérience que je fais avec Frank Verkrussen on commence au Théâtre de la Bastille, donc jeudi. Et ça fait déjà 5 ans qu'on tourne ce spectacle, mais on n'a toujours pas pu le jouer à Paris, donc ça y est, c'est le moment. Mais ça répond vraiment à ça, c'est-à-dire que là, c'est quand même, il y a quand même Franck qui m'invite, mais disons qu'il y a quelque chose de beaucoup plus autonome il n'y a pas de metteur en scène et tout ça, donc voilà, c'est toujours un mystère de savoir pourquoi ça se passe, pourquoi ça continue, toujours se dire ça peut s'arrêter demain. Et là, avec Franck, il y a quelque chose de plus entreprenant de ma part, on va dire. On a choisi le texte complètement tous les deux, enfin, c'est 50-50. Après, c'est sa compagnie, il m'invite quand même, il y a quand même une histoire de confiance au départ, mais qui me donne, mais on a mis en scène ensemble, et puis chaque chose qu'on va faire devant vous seront des décisions qu'on prendra au moment devant vous ensemble. Voilà. Et ça, je ne dois pas provoquer le désir chez une metteur en scène ou un metteur en scène, et tout ça. Voilà. Directement de l'auteur au consommateur, quoi. Mais quand vous êtes enfant, adolescente, vous allez au théâtre? Vos parents vous emmènent au théâtre? Non. Vous avez un souvenir de spectacle un peu mythique comme ça à l'adolescence qui vous aurait aussi nourri, inspiré? Ça serait quoi? Ouais, mes parents, avant ma naissance, je pense qu'après, avec 3 enfants, la vie a un peu changé, mais ils allaient au théâtre un petit peu. Ils étaient en fait dans la banlieue parisienne au départ, et ils ont beaucoup suivi Philippe Cobert à l'époque. Donc ils ont vu 5 fois La Danse du Diable, et on écoutait la cassette dans la voiture. Ça faisait pile le trajet Paris-Bruxelles où mes grands-parents habitaient. Et donc ça, je connaissais, Madame Colomer, tout ça, mais c'était sur cassette. Et justement, quand j'avais 15 ans, j'ai eu l'occasion d'avoir un ticket pour aller voir au Théâtre des Feuillants, je crois. Donc c'était à Dijon, Cobert qui passait. Mais sinon, non, du coup, moi j'ai grandi surtout en Bourgogne. Maintenant, je sais que Dijon, c'est pas mal développé culturellement et tout ça. Mais en tout cas, pendant mon enfance, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de choses. Et Cobert sur scène, c'était mieux qu'à la radio?
Ouais. Après, il y avait je me souviens beaucoup de références de l'époque et tout ça. Et moi, j'avais pas. Enfin, Charles de Gaulle, tout ça, Jean-Paul Sartre, ça allait. Mais après, il y avait des fois des références. Mais c'était extraordinaire. Et puis, c'était 2 soirs de suite, une fois 3 heures, une fois 2 heures. Et ma sœur était très enceinte et il n'y avait pas de pause pipi, quoi. Je me souviens. Et j'adore quand il n'y a pas d'entracte, moi. Donc, Et donc, ce que j'entends de votre parcours, c'est qu'il y a quand même un goût pour les mots. C'est-à-dire que vous étiez déjà une lectrice, vous étiez bonne à l'école en français, vous étiez attirée par la littérature aussi? Oui, j'aimais beaucoup ça. Après, non, je peux pas me vanter d'être une grande lectrice, malheureusement. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça. En fait, il faut que je m'y... Mais ça me vient pas naturellement de dévorer des livres, mais quand je suis dans un livre, je suis très heureuse. Non, mais c'est vraiment la sensation d'avoir quelque chose à faire entre le texte et les gens, éventuellement. Et tout à l'heure, je disais, oui, c'est super d'aller sur scène sans metteur en scène avec Franck, etc. Évidemment, j'ai beaucoup de passion de rencontrer les metteurs en scène et metteuses en scène qui savent, comment dire, justement me faire d'un coup, grâce à eux, je vais lire 5 bouquins et rentrer vraiment dans un texte, dans un auteur, dans un univers et un contexte historique. Et c'est grâce à ça que je développe un petit peu plus de culture que ce que j'ai emmagasiné à l'école dans ma tête de passoire. Mais avec Thomas Ostermayer, là, c'était quand même assez évident que sur un texte comme ça, on est quand même heureux d'avoir un metteur en scène et un grand lecteur en face pour nous mettre tous ensemble. Et quand les choses se précisent un peu, donc vous faites ces écoles, hein, enfin la maison Jacques Copeau, donc il y a un idéal à atteindre. Vous vous dites j'aimerais faire du cinéma ou j'aimerais ressembler à cette actrice qui m'a beaucoup émue dans tel ou tel film. Vous voulez dire quand je commence à travailler? Oui, quand vous êtes entre la fin des études et le début du travail, quoi. Non. Pas de modèle, pas de... Il y a énormément de gens qui m'inspirent, mais pas que du métier, quoi, les gens en général. En fait, dès que je vois quelqu'un qui fait quelque chose qui lui ressemble et quelque chose de singulier ou qui ose quelque chose ou qui s'affirme mais dans n'importe quel... les gens m'attirent en général, les femmes énormément. Je pense que aussi être une femme, c'est une vraie question et j'observe énormément les femmes. Après, je sais pas si vous me dites comme ça, dites-moi tout de suite là, une actrice, je dis Jeanne Moreau par exemple, clairement. Bon, c'est pas un mauvais choix. Hein. Ouais. Ça nous va. Georgia, votre maman est américaine. C'est quelque chose alors vous tenez, je crois, votre prénom de ce très beau film d'Arthur Penn. Ouais. Georgia. Oui. C'est drôle. Voilà, que je vous invite à voir si vous l'avez jamais vu. For Friends, en anglais. C'est quelque chose qui a compté dans votre éducation, la part étrangère Oh, sûrement. Oui, sûrement. Mais je ne saurais pas vous formuler quoi. Mais carrément, ouais. Je sais pas. Si vous me dites ça, le premier truc auquel je pense, c'est l'humour, par exemple. Je pense que l'humour anglo-saxon me parle plus que l'humour français, souvent. Mais sinon, non. Vous n'êtes pas plus acteur studio parce que vous êtes non, à moitié américaine. Alors, c'est vrai qu'à l'école, c'est drôle, instinctivement, je faisais des petites biographies de mes personnages et on se moquait de moi. J'écrivais des choses. J'ai complètement lâché quand j'ai eu la chance de rencontrer en 3e année les metteurs en scène vraiment à l'ENSAT, etc. On a commencé par Bernard Sobel, je me souviens. Et on a eu cette chance sur Cymbeline de Shakespeare de jouer tous les personnages. Il y avait 6 distributions, on tournait tous les soirs. Et avec Bernard Sobel, c'est la première fois qu'on m'a appris à l'école qu'on jouait un texte et pas un personnage, justement. Enfin, donc, parce qu'on jouait tous les rôles. Donc déjà, à partir de ce jour-là, j'ai arrêté de surligner mon texte. Je déteste faire ça et je le fais plus.
Juste, on joue le texte et après, on a une fonction, une voix à porter. On a un chemin au milieu de ce tout. Comme nous tous sur la Terre, on a quelque chose dans l'histoire avec un grand H. On est une petite histoire, mais c'est toujours intéressant de se référer avec l'histoire à un grand H pour savoir ce qu'on fait dans la petite histoire. Donc, non, acteur studio, mais je pense encore, après, à chaque expérience à chaque projet artistique, à chaque auteur. Je pense que toutes les méthodes d'acteurs sont vraiment bonnes à expérimenter aussi. Je ne trouve pas qu'il y en ait une plus forte ou plus juste qu'une autre. En tout cas, voilà, acteur studio, peut-être pour le cinéma, c'est quand même quelque chose de très intéressant, par exemple. Mais au théâtre, pas forcément, je trouve. Vous arrivez à l'ENSAT parce que vous passez d'autres concours, c'est celui-là que vous réussissez. C'est quoi? Comment on va à l'ENSAT? En fait, ça se passe comment? Donc c'est à Lyon, c'est ça? Ouais, c'est à Lyon. Alors oui, justement, j'avais passé, pendant que je passais mon bac à 17 ans, enfin, j'avais pas encore tout à fait mes 18 et tout ça. Et moi, je sais pas faire beaucoup de choses en même temps. Et en même temps, je suis en train de vous dire ça, mais j'ai 3 spectacles en même temps à partir de cette semaine. Mais donc, je le vis pas forcément au mieux. C'est que c'est pas ce que je sais. Voilà, beaucoup de choses en même temps. Et du coup, déjà passer mon bac, c'était un monde. Et je me suis dit, je peux passer une école parce que forcément, les écoles sont en fin d'année ici en France. Et j'ai tenté la Royal Academy of Dramatic Art, en fait, à Londres. Parce que j'avais fait un stage de Shakespeare aux États-Unis l'été d'avant. J'ai rencontré une femme, etc., qui m'avait encouragée à passer les auditions. Et j'ai été recalée au deuxième tour. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais passer un an à préparer mes concours, comme font beaucoup de gens. Et là, j'ai découvert qu'à Bruxelles, ils avaient cette super idée de faire les entrées. Je pense que c'est toujours le cas, pour ceux qui sont intéressés. En septembre. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Et donc en septembre, j'ai passé l'été à préparer des choses pour passer l'Institut des Arts de Diffusion à Louvain-la-Neuve, juste à côté de Bruxelles, et l'INSAS à Bruxelles. Et en fait, j'ai tout de suite, ça a commencé à l'IAD, par l'IAD, enfin l'Institut des Arts de Diffusion, et j'ai été prise donc j'ai pas essayé l'INSAS, parce que j'ai tout de suite rencontré des gens et j'ai adoré tout ça. Donc finalement, j'ai dit non, je vais pas passer l'audition à l'INSAS, et voilà. Et donc j'ai fait l'IAD 2 ans, ça a duré 4 ans, et au bout de 2 ans, j'ai dit quand même, non, peut-être je pourrais tenter une autre école. J'étais heureuse pourtant, mais je sais pas, je me suis dit, je veux rien regretter, je vais quand même tenter. Voilà, il y a cette histoire de portes, des portes qui s'ouvrent un peu plus facilement. Après, on rencontre, voilà, après certaines rencontres. Vous grandissiez aussi, vous étiez très jeune quand vous êtes partie. Ouais, 18, j'avais 18 ans du coup, donc on dirait qu'à 20 ans, j'avais ce souvenir que à la RADA, que j'avais adoré, il y avait des cours d'Alexandre technique et tout, enfin je vous passe les détails, mais du coup j'avais un petit peu un truc où je me disais, tiens, à Lyon, c'est un petit peu comme à la RADA. Ce qui n'était pas du tout le cas, honnêtement. Après, j'ai adoré aller à l'ENSAT, mais ça n'avait rien à voir, l'enseignement était encore russe à l'époque. Il y avait beaucoup de Russes, c'était super d'ailleurs. Mais il y avait Alexandre technique, qui est une technique de corporelle, tout ça qui m'intéressait. Et du coup, j'ai passé juste l'ENSAT. J'ai eu juste le temps de... J'étais à l'école à Bruxelles. Et ça, c'est donc quoi, 3 ans? Voilà, et j'ai fait 3 ans. Donc en tout, j'ai fait 5 ans. Voilà. Et directement à la Comédie Française après? Ouais. Pas de temps mort, quoi. Non. Pas de doute. Non, mais on n'a pas envie de temps mort. Enfin, on ne recherche pas ça. La Comédie Française, ça vous tombe dessus de manière très soudaine, non? Je pense. Vous y allez comme élève comédienne, c'est ça? Oui, c'est l'année où Muriel Mayette a créé ces auditions pour accueillir des élèves sortant d'école, etc. Et on voit encore dans les spectacles aujourd'hui, qui complètent la distribution de plusieurs spectacles. Oui, tous les ans, il y a des jeunes qui viennent passer une saison avec nous. Et du coup, moi, j'avais pas de travail. Et toute ma classe, on est monté en train, j'allais dire en bus pour l'image, mais on pris le train. Mais pour passer tous les auditions d'élèves comédiens, académiciens aujourd'hui. Bon. Et du coup, j'ai été retenue.
Et je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'aller à Paris. Hein, j'avais jamais rien tenté pour être à Paris. C'était pas du tout mon but. Et là, je dis, bah, comme ça, je vais passer 9 mois là-bas. Et comme culturellement, c'est quand même super riche. Je vais quand même être sûre que c'est pas mon truc. Ou découvrir que ça l'est. Et puis voilà. Et puis travailler, en fait. Juste, j'avais envie de travailler. Et là, j'ai travaillé avec Alain Françon à l'ENSAT à ce moment-là. Quand il a appris que j'étais élève stagiaire, comme Judith Chemla venait de partir du français, etc., il n'avait pas d'Irina. En tout cas, il n'était pas sûr de sa distribution encore. Et Irina n'était pas distribuée pour les 3 sœurs. La plus jeune des 3 sœurs. Voilà, pardon, ouais, dans Tchekhov. Et Muriel a dit, ben non, en réalité, c'est vraiment une saison ouverte. Des jeunes, on accueille ces jeunes qui, comme ça, ils font partie de la maison. Ils rencontrent les metteurs en scène, ils passent l'année avec nous, etc. Mais c'est vrai que c'est des rôles de figuration, quoi. C'est pas... Et puis il a dit, bah alors, faut voir si elle peut être pensionnaire, quoi. Et du coup, Muriel est venue voir le spectacle à Lyon que je faisais avec Alain à l'école. Et elle a dit d'accord. Voilà. Et donc, en fait, vous aviez joué professionnellement avant la Comédie Française ? Eh ben, en fait, à Dijon, vraiment, j'avais déjà fait tous les festivals. Voilà, j'y suis retournée pour la première fois il y a 2 ans avec le temps et à la chambre d'Alain Françon. C'était très émouvant pour moi. Donc, oui, avec cette compagnie Semi-Pro, on avait fait des choses. J'étais encore au lycée. D'accord, mais il y avait quand même des gens qui venaient, qui payaient. C'était c'était pas que des travaux des gens qui avaient payé. C'est pas que des travaux d'école. Ouais. J'ai l'impression d'être très vénale aujourd'hui. Je ne parle que d'argent. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que non, mais non, pas du tout. C'est vrai que c'est un événement. J'avais participé à un festival. Je me souviens, c'était énorme pour moi. Mais c'est tout, oui, parce qu'après l'école, ça vous prend tout. J'ai joué un jour en secret. Dans un chapiteau autour de Paris, dans un autre festival, parce que quand tu es à l'école, tu n'as pas le droit de... Enfin, je crois qu'au Conservatoire de Paris, tu as le droit. Il y a certaines écoles... Voilà. Mais donc, la Comédie Française, c'est un peu le conte de fées, quand même. Le truc qui vous tombe. Ouais, en fait, pour moi, le conte de fées, c'était de jouer dans Les 3 Sœurs avec Alain Françon au départ, déjà. Après, j'avais toujours rêvé d'être dans une troupe, mais plus en mode roulotte, le Footsbarn Théâtre, tout ça, parler 3 langues. Et aller en Inde, enfin voilà, le voyage, tout ça, les enfants élevés dans la roulotte avec l'école. Enfin, j'avais complètement ce fantasme, mais en troupe, c'est clair. Quand j'ai été, pardon, parce qu'en fait, vous êtes dans le noir, du coup, mais ils sont tout là, à l'heure, quand j'essaie même. de vous parler, mais je les vois, moi, quand on met le... Et voilà, je savais pas si voilà, c'est comme le micro, je savais pas si j'avais le droit de demander. Voilà, c'est mieux. Et donc, du coup, ouais, on m'a dit, bah voilà, tu es engagée si tu veux comme pensionnaire. Et puis, moi, j'ai dit oui, j'ai envie de travailler. Et puis, de toute façon, chaque année, pensionnaire, on peut partir et on peut d'ailleurs être viré aussi. Donc, il n'y a pas de... Et je me dis, bah, je vais juste jouer Les 3 Sœurs déjà. Et c'est vrai que les gens avaient beaucoup de... Ça a provoqué des trucs énormes chez les gens quand j'ai dit ça. Moi, je ne connaissais pas du tout la Comédie Française. Je le dis, j'en suis pas fière. Enfin voilà, j'avais jamais été et tout. Bah, j'allais pas trop à Paris, et même pas du tout, sauf pour faire les fournitures scolaires avec ma mère. Enfin, un petit voyage à Paris, manger une crème brûlée et acheter un agenda. Mais sinon, j'étais pas du tout. Donc, je connaissais pas. J'avais pas d'a priori. Je connais vraiment pas. Hein, j'avais même pas l'image poussière, tout ça. Aucune image, quoi. Et on m'a dit, pour moi, je suivais Françon d'abord, je suivais Alain, et voilà, et la curiosité, quoi. Je dis, bah oui, je ne veux pas dire non, j'y vais. Et les gens disaient, tu vas t'enfermer, c'est atroce, dans un truc de poussière. Ou alors d'autres qui disaient, c'est comme si j'avais atteint déjà un sommet, alors que j'avais encore rien fait. D'autres qui me disaient, c'est le plus grand bésodrome de France. Honnêtement, j'ai pas trop... Bon... Je suis pas arrivée au même moment. Laquelle des 3 propositions est vraie alors Voilà. Et en fait, personne m'avait dit c'est une troupe. Voilà. Moi, je suis rentrée, j'ai rencontré une troupe, une famille. C'est pour faire du théâtre.
Et encore aujourd'hui, même des moments où on se pose des questions, on se dit bah tiens, ça fait un moment que je suis là, est-ce qu'il faudrait que je parte, que je vive le métier autrement, que je fasse autre chose. Ça, c'est vraiment le point central qui pour moi serait très difficile à quitter, c'est de faire du théâtre en famille et en même temps pas une famille close. Je veux dire, tous les ans, il y a des gens qui arrivent, des gens qui partent. Voilà, je fais aussi des choses du coup à l'extérieur, comme vous avez dit, j'ai fait le film, je travaille à la compagnie Tagistan, on essaie de créer une compagnie qui s'appelle le collectif Live avec Ruth Vega Fernandez et Alma Palacios, donc de femmes, collectif de femmes. Voilà, donc c'est pas dans un truc vraiment fermé, mais juste de retrouver les gens quand on travaille. Voilà, je suis très sensible à la famille et j'ai l'impression qu'on travaille plus vite, qu'on travaille plus loin. Je suis quelqu'un comme ça, voilà, j'aime bien rencontrer les gens sur un long terme. C'est aussi une école quand vous arrivez, c'est-à-dire que vous dites. Oui, parce que tu joues beaucoup, plein de textes différents. Le principe de troupe fait aussi que des fois tu remplaces quelqu'un, donc tu n'es pas dans un truc, dans un rôle qu'a priori on t'aurait proposé, donc du coup tu dois rencontrer. Ouais, je crois que c'est moins sujet à avoir des emplois et tout. Paradoxalement, d'être dans une troupe, on est obligé de tourner. Mais il n'y a pas l'espèce de peur de se dire ah mais la saison prochaine dans quoi je vais être, est-ce que je vais avoir des beaux rôles, est-ce qu'on va pas Ouais, comme quand on n'est pas au Français en tant que comédien, vraiment la même peur. Voilà, avec cette chance inouïe, tant qu'on y est, de ne pas avoir peur pour un manque de salaire à la fin du mois. Mais la peur artistique est la même. Bon. Mais jusque-là, tout s'est bien passé? Bah, oui, je ne vais pas le dire trop fort. Vous touchez du bois. Donc vous êtes dans le spectacle, ce spectacle un peu phare de la rentrée, là. D'ailleurs, je crois que vous avez amené des places gratuites pour... Ah non, je plaisante. C'est un spectacle, La Nuit des Rois, où c'est très, très, très compliqué d'avoir des billets. C'est une expérience très différente de ce que vous avez vécu par le passé. C'est une expérience très forte. Et du coup, comme chaque expérience forte, elle est différente. Ouais. Enfin, elle est unique, quoi, c'est sûr. Oui, c'est vrai. C'était assez... J'ai du mal à en parler. C'était encore assez proche pour moi, en fait. J'aimerais que Thomas... je suis curieuse du jour où il va revenir voir le spectacle. Maintenant, on a pris un peu notre envol, tout ça. Avec, je pense, un cadeau vraiment immense entre les mains. Il nous a fait un sacré cadeau. Après, on a travaillé énormément pour ça. Et je ne sais pas encore trop parler de ce qui s'est passé. Mais dans votre parcours à la Comédie Française, vous avez pu identifier des déclics, des moments où tout d'un coup, il y a quelque chose qui vous met plus à l'aise, ou que vous comprenez mieux dans l'exercice de votre art? Il y a eu des paliers ou c'est progressif? Non, on apprend... Les déclics, ils sont tout le temps, même avec ce que moi, je trouve des très mauvais spectacles. Parce que aussi, on apprend beaucoup quand on doit se débrouiller tout seul ou apprendre à vraiment accepter la vision de quelqu'un d'autre qui n'est pas du tout la sienne ou quoi. Mais c'est vrai que d'un coup, quand avec un metteur en scène, c'est plus passionnant, plus fluide, très exigeant. C'est aussi... Je crois qu'il faut vivre les deux, quoi. Quand on est porté par des projets très, très forts, on a aussi la possibilité de se laisser un petit peu porter par ce qui se passe. Et le plus grand travail, c'est de rester ouvert, de ne pas avoir peur et de garder la joie, tout ça. Mais on ne doit pas ramer, quoi. Avec les spectacles plus difficiles, on doit aussi, si on fait que des spectacles que moi je trouve pour moi mauvais, ça peut nous faire qu'on se fait des petits boucliers, on essaye de se blinder ou d'avoir l'air ou de faire semblant de maîtriser, de bétonner, quoi. Donc du coup, à force, ça peut nous rendre très mauvais.
Mais je pense aussi que des très bons, ça fait qu'on peut manquer d'autonomie aussi après. Parce que par rapport à des spectacles du théâtre public, par exemple, hors Comédie Française, où le metteur en scène est vraiment le roi qui choisit ses comédiens, là, la troupe, ça représente quand même un vrai contre-pouvoir par rapport au metteur en scène. Ouais. Je pense qu'il y a des metteurs en scène qui doivent arriver aux Français et ils se disent « Ouh là là, sur qui je vais tomber ? Ces gens se connaissent très bien, ils ont beaucoup travaillé ensemble, ils sont parfois amis. » Ça doit faire peur aussi. Moi, je trouve ça très intéressant. Cette remarque, elle est essentielle dans le rapport metteur en scène-acteur. Metteur en scène a quand même énormément de pouvoir. Et comme tout pouvoir, quand c'est intelligemment utilisé, ou quand, voilà, ça peut être magnifique. Enfin, c'est des vraies personnes qui savent réunir et conduire. Et c'est magnifique. Mais il y a aussi beaucoup de metteurs en scène qui utilisent ça très mal. Et ce contre-pouvoir, comme vous dites, c'est vraiment souvent salutaire, de voir que... en tout cas, je sais que j'entends beaucoup de metteurs en scène qui sont très heureux de ça quand ils arrivent. Ils ont pas mal de... Bon, ils savent pas trop. Et ils disent « Waouh, ça fonctionne tellement bien entre vous et on travaille plus vite. » mais c'est sûr qu'ils peuvent pas, je sais pas, voilà. S'il y a quelqu'un qui a des mauvaises intentions, il va avoir plus de mal avec nous. C'est clair. On est un petit peu plus protégé dans ce sens. Ensuite, je pense, moi, je n'ai pas vu, du coup, depuis que je suis là, en tout cas, la troupe, à l'inverse, profiter de ça. Il peut y avoir une image aussi des acteurs qui, du coup, ont tout le pouvoir et n'écoutent pas le metteur en scène. Et moi, en tout cas, j'ai vécu dans des aventures où on a toujours été, au contraire, très heureux d'accueillir une nouvelle personne. On n'a pas du tout envie de travailler toujours de la même manière et d'apprendre de quelqu'un. Mais oui, c'est sûr que c'est un peu plus équilibré. C'est moins si je suis virée ou si je ne suis pas repris pour le prochain spectacle. On peut aussi être un peu plus à égalité, dans un vrai dialogue. On va peut-être parler un peu du TG Stan. Je ne sais pas s'il y a encore des places à vendre, mais est-ce que vous avez vu des spectacles du TG Stan dans la salle ? Une dame. Bravo. C'est une troupe absolument, moi, que je trouve incroyable, et notamment parce que quand on arrive dans le théâtre comme spectateur, ils sont déjà sur scène, et cette espèce de transition entre le réel, en fait, le fait qu'il soit là devant nous et la fiction, au moment où il commence à jouer, est tellement imperceptible. On a l'impression que c'est zéro travail, mais c'est énormément de travail, non ? Comment ça se passe avec le TG Stan ? Alors, moi, j'ai rencontré ce processus de travail à l'endroit le plus simple, parce que vraiment, on n'est que deux sur le plateau. Donc, cette méthode de travail, je trouve, est d'autant plus efficace, en fait, puisqu'on est juste deux et qu'en plus, c'est après une répétition, un metteur en scène, une actrice. Franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Je pense que dès qu'il y a vraiment des textes, et je les vois, et avec Franck, on en parle, voilà, dès qu'il y a des textes beaucoup plus collectifs, etc., c'est... le fait qu'ils soient en autonomie, c'est forcément un peu plus délicat à faire, quoi, quand tu as beaucoup d'humains à gérer ensemble sur un plateau et qu'il n'y a pas une personne qui... Donc moi, je connais cette méthode de la manière la plus évidente. Et effectivement, comment ça s'est passé, c'est un peu différent sur chaque texte, mais la base, c'est que du travail à la table. Donc on n'a que travailler à la table, le texte. Soit vraiment d'accord sur ce qu'on raconte, sur... qu'on soit d'accord ensemble sur le chemin qu'on prend, éventuellement faire des coupes ou pas, et puis surtout l'apprendre. Et des italiennes. Italiennes, c'est quand on récite le texte. Donc juste on récite ensemble, tac tac, il dit sa réplique, je dis ma réplique. Nanana. Franck joue pas du tout, il fait partie dans le collectif, il fait partie. Maintenant ils sont plus que 3, hein. Récemment ils étaient 4. Mais celui qui n'essaye vraiment à rien avant la première. Donc les copains disent on sait vraiment pas ce qu'il va faire. Donc moi j'ai vraiment rencontré celui qui fait rien. Donc il récite.
Moi, j'essaie de me rassurer un peu quand même, j'essaie 2-3 trucs, mais bon, on est à la table au point qu'on n'en peut plus et on est tellement heureux quand le public arrive où on peut jouer. Mais à force de répéter comme ça, il y a quelque chose d'automatique presque Non, c'est pour essayer vraiment de se débarrasser du texte, de l'apprentissage et être d'accord sur ce qu'on a à dire. Mais après, comment ça s'exprime, c'est devant vous que ça va se faire. Après, maintenant, ça fait un moment qu'on joue. Je veux dire, on a des rendez-vous et en tout cas, ni Franck ni moi, on est du parti à faire différent pour faire différent. S'il y a quelque chose qu'on adore, on le garde. C'est juste que s'il le fait pas ou si je le fais pas, il y a personne qui va faire, mais enfin, t'as pas été à gauche. Voilà, c'est juste ça. On a 2-3 trucs, on dit on s'assied pas sur le canapé avant telle réplique. Pour que ça ait sa force, on s'embrasse pas avant ce moment-là, voilà. Et en même temps, si on s'assied sur le canapé avant, on s'est assis avant et on en parle après. Tiens, c'était un bon choix, c'était un mauvais choix. Quand on adore les accidents, évidemment. Et comme vous dites, il y a quelque chose dans le rapport au public ou au présent entre nous qui fait des fois les gens ont toujours cette impression que Tegestan improvise, que Tegestan s'en fout du texte. Alors que c'est pas comme on fait que le travail sur le texte, il y a rien de plus important que le texte. Et moi c'est pour ça que j'adore. On n'est pas du tout dans un truc de juste improviser. Mais après l'improvisation, enfin je veux dire l'improvisation, ça dépend ce que vous entendez par là, mais elle n'est pas textuelle. Après oui, c'est vrai que en fait on fait ce qu'on veut, donc chaque acteur est libre quoi. Donc dans la troupe il y en a toujours un qui est plus friand d'un coup de faire une blague et ça marche et qui la refait tous les soirs jusqu'à ce qu'elle s'épuise et celle-ci n'est pas écrite dans le texte, mais je veux dire la base. C'est vous qui faites ça? Moi je fais énormément de blagues, je suis très non, pas du tout. Mais moi, c'est plutôt Franck qui me dit t'as oublié une page de texte, on va reprendre. Et moi, je rougis. Enfin, mais ça va parce que c'est metteur en scène actrice, donc ça joue, ça fait du théâtre dans le théâtre, et les gens pensent qu'on a fait exprès de le faire, alors que c'était un accident. Enfin, ils pensent que c'est le texte, mais à la lettre de Bergman. Et je peux dire que Franck, il me le fait remarquer. Quand je dis pas le texte, il s'amuse bien sur scène à me faire remarquer, parce que comme j'ai plus l'habitude de répéter physiquement les choses, j'apprends aussi le texte physiquement, donc et physiquement des fois je me dis qu'est-ce que je veux dire, et le moment où je m'assieds je sais que je dis c'est pas moi, voilà, c'est un cri dans mon corps, c'est pas moi, ouf, là j'ai dit la réplique, je savais plus c'était quoi, alors que dans cette manière de travailler il y a rien d'inscrit au départ. Encore une fois, je vous dis, maintenant, ça fait longtemps qu'on joue, on s'amuse pas, on marche pas sur la tête au bout d'un moment, quoi. Et si on change de salle, dans une certaine salle, on va adorer ce rapport comme ça. Et donc, si on joue longtemps dans cette salle, il y a un moment où on va souvent être dans ce rapport-là. Par contre, dès qu'on change de salle, on change de rapport, mais c'est pareil. Mais du coup, oui, moi j'avais beaucoup de trous au début, j'étais très perturbée. Je fais pas beaucoup de cinéma, je sais qu'au cinéma, il y a ça, les scènes, on les fait pas pendant 2 mois avant de les jouer. Voilà, il faut savoir son texte, on y va, on fait plusieurs prises. Ils ne savent pas tous, hein, moi, si je... Ouais, souvent ils le savent pas. Moi, je sais plus. Mais du coup, voilà, je sais qu'au début, pour moi, au niveau de la mémoire, j'avais un trou noir. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe, que la force du présent, on prend le dessus et je suis plus dans ma tête, donc mais maintenant on a fait encore une italienne par Skype hier et j'avais encore bon ça va mieux au niveau du texte. Donc c'est à partir de mercredi au théâtre de la Bastille. Puisqu'on est en famille, là on va y aller tout de suite. Est-ce que vous avez des questions? Il y a une question au premier rang. Attendez, il y a un micro qui arrive. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler du collectif de femmes que vous évoquiez? Et toute petite deuxième question, est-ce que vous êtes intéressée par le registre de comédie? Vous êtes hypersensible, merveilleuse au français, je vous ai vu à la Nuit des Rois samedi dernier, merveilleux. Et est-ce que le registre comique aussi peut vous intéresser? Merci. Alors, la première question. Donc, c'est... avec Ruth Vega Fernandez, cette femme splendide, actrice que j'ai rencontrée, espagnole mais qui a grandi en Suède, plutôt connue en Suède. Elle habite en France maintenant. Et donc avec elle, j'ai travaillé sur Bergman avec Tegestan justement. Donc la rencontre s'est faite avec Franck. Elle jouait Scène de la vie conjugale avec Franck. Moi, après la répétition, on a créé tous les 3 les 2 spectacles. Maintenant, ils jouent le leur, on joue le nôtre, et souvent, ils sont achetés en diptyque. Bon, ils ont déjà joué à la Bastille il y a longtemps. Moi, j'avais pas pu avec le français, tout ça. Donc, c'est pour ça que là, on est séparés sur le timing. Mais
Et avec elle, on s'est dit, bah voilà, on a créé tous les 3. Toi, tu as joué avec Franck, moi j'ai joué avec Franck, et nous, alors, quand est-ce qu'on joue toutes les 2 sur le plateau? Donc c'est parti de ça. Alma Palacios aussi a travaillé avec Franck, c'est une danseuse à la base qui est à l'école de Kirchmaker à Bruxelles, qui a rencontré Franck là-bas. Elle a créé Mademoiselle Else de Schnitzler avec lui, qu'ils ont joué aussi à la Bastille, aussi, partout, etc. Et les 3 spectacles, du coup, aussi souvent, ont été un peu achetés ensemble parce que Franck est 3 femmes, en fait. Et du coup, Alma, ça a été assez évident aussi, voilà, de parler avec elle de tout ça. Il y a aussi une autre actrice, Pauline Moulin, qui était à l'ENSAT avec Ruth Vega Fernandez, qu'elles ont fait l'ENSAT, mais avant moi. Bref. Donc, c'est voilà. Et c'est venu juste d'une envie de jouer ensemble et aussi de se rencontrer à un endroit où il n'y a pas de metteur en scène, donc pas l'attente d'un projet, d'une proposition de projet, d'un téléphone qui sonne. Et d'être autonome et entre femmes aussi. Moi, honnêtement, il y en a vraiment de plus en plus. Et Eric invite beaucoup de metteuses en scène femmes. Il ne faut pas que je me trompe, mais j'ai travaillé comme femme depuis 10 ans avec Anne Kessler et Valeria Bruni Tedeschi. Je crois que j'oublie personne. Donc c'est que des hommes. Hein. Et donc franchement, ça fait du bien aussi. C'est débile, hein, j'adore les hommes, mais juste pour un peu contrebalancer, ça faisait du bien d'être entre femmes aussi. Et voilà, donc là on travaille, on cherche des textes. Qu'est-ce qui va sortir? On ne sait pas encore. Non, on travaille. Et avant peut-être que vous répondiez à la question sur la comédie, puisqu'on est collectif de femmes, est-ce que en tant que comédienne, vous avez subi le sexisme, voire le harcèlement que certaines de vos consoeurs dénoncent? Quel est votre regard sur le mouvement MeToo? Sur le mouvement MeToo, pour moi, c'est un mouvement pour moi qui change beaucoup de choses et que je remercie énormément pour ma part. En tant que comédienne, j'ai pas vécu d'éléments aussi marquants que ces femmes. En revanche, mon quotidien en tant que femme, en tant que comédienne, est complètement marqué du fait que je suis une femme et pas un homme. Je le vis au quotidien. L'injonction de la société, le fait de toujours, comme je vous dis, travailler essentiellement avec des hommes, c'est pas le même rapport, j'ai pas les mêmes choses à gérer. Ce que j'ai à prendre en charge comme rôle et comme rôle en fait dans les textes, donc dans soit l'absence des rôles, soit le fait que les rôles soient, il y a moins de rôles de femmes que d'hommes, et aussi la lecture que les metteurs en scène en ont. C'est au quotidien 1000 questions, beaucoup moins de liberté en fait qu'un homme mes camarades qui peuvent être en fait qui peuvent aller un peu dans tous les sens sans que du coup ce soit catégorisé. Et là en tant que femme, j'ai cette question mais permanente et dans chaque rôle, comment ne pas prendre tous les panneaux qu'il y a si on est conventionnel en fait. Donc à chaque fois, essayer de penser la chose pour pas être exactement ce qu'on attend de... Je ne sais pas si je suis très claire, mais c'est en tout cas effectivement très compliqué. Et sexisme, tout ça, du coup, oui, en fait, mais ça vient par en dessous, par les textes, par moins de rôles, par le fait que je travaille essentiellement avec des hommes. Donc aussi la vision qui me propose et le dialogue qu'on a ou pas par rapport à ça. Mais est-ce que la comédie française, en tant que corps social, a été, je sais pas, atteinte, secouée par cette juste recherche de parité qu'on a aujourd'hui? Non, moi j'ai juste observé. Alors vous parliez tout à l'heure de savoir si d'avoir une mère américaine, ça m'avait changé quelque chose ou quoi. Je peux vous dire qu'à cet endroit-là, complètement, la manière dont la France reçoit la chose ou l'absence d'événements qu'il y a eu à ce moment-là, alors qu'avec les filles, dans mon collectif, on parlait que de ça. J'ai été plutôt violentée de par
le rien, en fait. Plutôt la blague en fait, je comprends tellement dans l'esprit français et que je sais pas comment dire, je veux pas du tout critiquer ça. Je trouve ça tellement... J'aime tellement la France pour ça, d'aller exactement dans le contresens et surtout pas rentrer dans un truc qui serait complètement puritain et bien pensant et bienfaisant et complètement coincé. C'est pas ça que je veux défendre, mais juste de savoir entendre quelque chose sans faire des grosses blagues directement pour écraser le truc. Ça m'aurait soulagée. Des questions sur la comédie? Après, on prendra une autre question. Comédie, vous en avez faite, la trilogie de la villégiature, par exemple, avec Françon. Ouais, mais je pense que madame ne doit pas me voir à chaque fois sur ce... Non, mais c'est une comédie, La Nuit des Rois. Mais c'est vrai que c'est pas moi qui porte... c'est pas moi qui fait des... Ouais, qui danse avec... C'est pas moi. Vous ne faites pas l'hélicoptère. C'est pas moi qui fais l'hélicoptère. Et voilà, mon rôle est juste un cadeau sublime, tellement complexe, et je me suis tellement pris la tête. Mais il est sublime, c'est un cadeau. Mais c'est vrai que des fois, quand je regarde les garçons, j'aimerais bien être un garçon pour faire l'hélicoptère aussi. Parce que je vous jure que je ferais ça super bien. Je pense qu'on mettra ça en titre de la rencontre. Georgia veut faire l'hélicoptère. Non, je pense que je pourrais... Non, mais c'est vrai que c'est pas là-dessus pour le moment que j'ai trop été... J'ai fait aussi Le fil à la patte de Feydeau. Voilà. Bon, et micro. En tout cas, je suis open. Déjà, qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous êtes rentré à la Comédie Française, l'adaptation ou qu'est-ce que vous a le plus plu également dans l'adaptation après l'ANSAT, une fois que vous êtes rentré à la Comédie Française? Comment est-ce que vous avez vécu le changement et concrètement, quel changement il y avait? Alors déjà, je pense que j'ai pas trop vécu ça comme un changement parce que du coup, j'avais pas été intermittente avant, comme beaucoup de mes camarades, ce qui est perturbant pour moi de pas avoir vécu autre chose. Donc moi, pour moi, j'ai juste commencé à travailler. Comment j'ai vécu le changement? On a tellement faim, on a tellement envie de travailler, et là-dessus, j'étais remplie, quoi. Et j'ai tout de suite eu Les Trois Sœurs, qui a été pour moi une aventure merveilleuse et qui s'est continuée en plus il y a maintenant 3 ans ou plus, maintenant déjà 4, avec Valeria Bruni Tedeschi quand elle a adapté pour Arte Les Trois Sœurs, avec la même distribution. J'ai toujours eu au moins un projet très fort par an. Donc, je touche du singe. Voilà. Après, des projets qui sont chouettes, où j'apprends aussi, et je ne pourrais pas être toujours dans cette intensité parce qu'il ne faut pas que j'ai tout le temps... Enfin, physiquement, il faut se reposer aussi, émotionnellement. Donc, il y a des projets plus doux, et puis des projets que j'ai trouvés atroces. Voilà, comme il ne faut pas être trop français pour les vivre, hein, on ne sait pas forcément dans quoi on s'embarque toujours. Et je dirais que je ne me suis pas trop rendu compte, que j'ai juste beaucoup travaillé, et à un moment, effectivement, je pense que c'était au bout de 3 ans, j'ai fait un burn-out quand même. Mais c'est pareil, je ne sais pas vous dire, c'est pas forcément lié à la maison, aux Français, mais après c'est vrai qu'on travaille beaucoup. Là, on a cette chance. Mais du coup, dans le métier, à l'extérieur aussi, moi je dis à l'extérieur comme si j'étais sur une île, mais du coup, c'est pareil. Moi, je vois mes potes, c'est soit tu as 3 projets en même temps, soit tu n'as rien, quoi. Ça, c'est dans la vie. Soit tu t'aimes un homme et il y en a 2 autres qui te plaisent, ou alors c'est célibataire pendant 5 ans. Enfin, je sais pas, c'est toujours comme ça. Tu n'arrives pas à tomber enceinte, tu tombes enceinte, puis paf, retour de couche, t'as un bébé, alors que tu en avais demandé juste un, ou tac, t'as des jumeaux. Enfin, je sais pas, il y a un truc. J'observe ça dans la vie, et du coup, dans la création, les spectacles, c'est toujours pareil. Et en tant qu'acteur, il y a quand même c'est sacré, le travail, de nous donner du travail, ou même quand tu n'y crois pas trop, même quand tu dis tiens, cette personne, je ne sais pas si ça va coller ou quoi, mais c'est sacré, il y a quelqu'un qui vous fait confiance. À partir du moment que toi, tu n'as pas décidé d'être porteur de projet, de toi-même mettre en scène, c'est une chance, il y a quelqu'un d'un coup qui te dit tiens, tu ne voudrais pas venir dans l'aventure avec moi. Et donc c'est très compliqué aussi de refuser, j'ai l'impression de me porter la poisse si je commence à faire non, juste ça.
Et évidemment, il faut savoir le faire. Évidemment, je le fais aussi, voilà, en avançant petit à petit, essayer de un peu faire ses choix ou de pas non plus toujours tout. Là, je me retrouve dans une rentrée où je cumule énormément, mais parce que la Nuit des Rois, pour moi, ça a été tellement fou d'être invitée sur ce spectacle et c'était impossible de pas le vivre. Et avec Franck à la Bastille, c'est pas possible de refuser. Parce que je devais le faire, mais à la Bastille, c'est pas possible avec le français. Après, à la Colline, grâce à Braunschweig, on était invités 3 semaines. Et là, j'étais enceinte. Donc, j'ai essayé de pas cumuler ça. Pour le coup, juste accoucher et partir jouer direct après, je n'avais pas forcément envie de faire l'expérience. Et puis là, du coup, c'est refait. Je pouvais pas Donc, je me dis, c'est pas grave, je vais y arriver. Puis, il y a Britannicus de Racine qu'on reprend au français. Et puis, je me dis, jeu de la troupe, je peux pas non plus choisir que les trucs. Il y a un moment, il faut être là aussi pour la troupe. Et je lâche pas Eric Reuf. Et il dit, je reprends le spectacle, je peux pas faire autrement. Je dis, bon, je vais le faire. Voilà. Mais c'est sûr qu'il faut pas faire ça tout le temps. Vraiment pas. J'ai pas du tout répondu à votre question, en fait. Mais quand vous faites, par exemple, en ce moment, donc la Nuit des Rois et après la répétition en même temps, vous avez l'impression de ne pas en profiter autant que vous voudriez parce qu'il faut aller très vite, faut... Je sais pas, ça commence jeudi. Franchement, j'essaye de pas angoisser lundi prochain, pour pas prendre de l'énergie inutile. Mais moi, quelque chose me dit qu'il faut pas que ça dure. Parce que c'est n'importe quoi, c'est peut-être très prétentieux de ma part, c'est trop quoi. Faut pas que ça dure, mais je pense vraiment que je peux énormément, enfin ça peut être très fort. Je suis quand même très excitée, j'ai très envie de voir comment les deux spectacles se rencontrent et quand je vais jouer à la Bastille et courir au Français à 20h30 pour jouer La Nuit des Rois ou que je jouerai à 14h et que je courrai à la Bastille jouer, voir comment ça va circuler, parce qu'aussi, quand on fait ça, on ne peut pas le faire trop à cause du physique et de la fatigue, mais il y a quelque chose au niveau de l'instrument, du coup, qui est toujours ouvert, et ça enlève la peur. Et la peur, le trac, moi, je trouve, c'est nul. Hein. Des gens disent, voilà, c'est chouette, ça booste, c'est nul. On fait des trucs en répétition qui sont géniaux parce qu'on n'a pas peur. C'est nul. Et moi, je venais voir La Nuit des Rois plutôt à 14h, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai moins peur, et du coup, j'ai l'impression, enfin pour moi, je sens que je suis plus juste à 14h. Et là, hier, à nouveau, 20h30, j'avais peur. Et c'est chiant, quoi. Et du coup, quand on fait les deux spectacles, je pense que si j'ai joué à 18h à la Bastille, peut-être que je vais démarrer le spectacle à un endroit que je rêverais toujours d'arriver à démarrer, mais qu'il faut pas, parce qu'il faut chauffer la machine, il faut avoir moins peur du public, Non, voilà. Vous avez vraiment peur? Ouais, c'est quelque chose... Alors, il y a les bonnes et les mauvaises peurs. Et des fois, je dirais, c'est plus une excitation. C'est comme c'est un peu Noël. T'as pas envie de louper. Et du coup, t'as envie que ce soit bien. C'est une espèce de... Mais quand même, quand on a envie que ce soit bien, on sait très bien que quand on prépare un dîner, on veut que ce soit bien. Et ça marche pas. C'est plutôt quand on fait un peu pouf-pouf, je mets ça. Ah bah tiens, c'est super bon. Donc oui. Après, je peux pas dire pas un truc tétanisant. Ça, oui, ne venez jamais, pour ma part, à me voir à une première. Enfin, des gens, la presse, les gens, ils viennent toujours les 3 premières. Ils m'ont vu à chier, mais depuis le début de ma carrière, complètement. C'est pas possible. Là, je commence un peu à vivre, quoi. Mais là, avec La Nuit des Rois, on est dans une telle proximité avec les gens. TG Stan, c'est toujours des gens qui sont déjà gagnés, qui adorent, qui viennent à des visages très réceptif, et j'adore avoir des visages très hostiles aussi. Je me dis, il y a du boulot, c'est cool, mais des fois, c'est comme de par hasard, c'est dans le parterre qu'il y a tous ces visages très hostiles, je leur parle, et je dis, franchement, là, si je sentais que vous m'écoutiez pas, à un moment, c'est normal, j'arrête de parler, c'est normal, on est en dialogue. Il y a des gens qui viennent, ils sont hostiles, ou pour consommer aussi. Tiens, viens voir. Je dis, mais viens pas comme consommateur, j'ai besoin de toi, on vient ensemble, il faut partager quelque chose. Moi, j'ai rien à prouver, quoi. Et après, j'essaie d'avoir l'indulgence, parce que je sens qu'il y a des gens qui sont juste timides aussi. Et je me dis, tiens, moi, si on s'adresse tout le temps à moi comme spectatrice, des fois, j'ai pas envie d'être regardée en train de regarder, quoi. Ça fait un peu un truc de voyeur. Ou je pense qu'il y a des gens aussi je les vois, et puis dès que je les regarde, et je dis, mais non, gars, j'ai besoin de toi à ce moment-là. Et après, je me dis, il ne faut pas que je sois trop exigeante. Je pense que c'est aussi une timidité ou que c'est un peu intrusif. Voilà.
Donc, et là, dans ces moments-là, si je suis pas trop en confiance avec moi, que je me trouve pas très au bon endroit, si je vois ce genre de visage, je suis dévastée. J'ai peur d'un coup. Je dis ah là là. Mais voilà. Oui, la peur peut revenir pendant le spectacle en fait. C'est pas juste avant. Ouais, c'est jamais gagné. D'accord. Ou Britannicus, c'est pendant. J'ai pas du tout peur. Le spectacle, ça fait un moment qu'on le joue, je suis contente, j'y vais. Un peu, je dis un truc moche, mais oui, un truc un peu calme. Je sais que ça finit à 22h30, je vais pouvoir aller me coucher avant minuit. Je sais, il n'y a pas une montagne devant moi. Et puis c'est pendant. Waouh, ok, c'est Racine, faut pas déconner. Faut aller au bout du verre, faut enchaîner sur l'autre. Enfin, j'ai peur pendant. Ce qui est plus normalement, tu as peur avant et la peur s'efface pendant parce que on se rassure, on dit ça va. C'est des gens, ils vont aux toilettes aussi, comme moi. Je m'en fous, je suis pas là pour plaire. C'est pas grave, tu vois. Je travaille, je fais mon chemin, je fais ma vie, quoi. Et moi, j'ai quelque chose à dire. S'ils veulent l'entendre, ils l'entendent. Si ça les touche pas, ça les touche pas. C'est pas grave. Mais pendant, ça, c'est chiant. Hein. Et Racine, ça arrive pendant. Il y a eu des... C'est peut-être une question qu'il ne faut pas trous, poser. Ouais, géant. Alors, moi, j'en ai eu curieusement 2 aux dernières répétitions qu'on a eues, parce que j'en ai pas eu du tout sur ce texte, donc je touche, mais j'ai pas un gros défi, moi, textuellement dans la pièce. Dans le Ostermayer Oui, je parlais de Racine. Mais je sais que j'ai des camarades qui en ont. De toute façon, on a tous le vertige, et des camarades qui ont de plus gros défis que moi. Et j'ai en plus rattrapé une camarade, mais comme une merde. Elle a parti sur un verre, elle a eu un trou et je me suis approchée d'elle. J'ai dit là, elle a besoin d'aide. Et je lui ai dit la fin du verre. Elle a répété le verre tout fort et elle a dit non, c'est pas ça. Et elle est partie en coulisses pour voir, elle a vu la suite et elle est revenue. Je lui ai soufflé le mauvais verre. Imagine la mauvaise partenaire. Non, mais ils s'aiment bien la comédie française. Ouais, c'est ça. Sur La Nuit des Rois, c'est moins flippant. Non, mais dans d'autres spectacles avant, je pensais. Enfin, est-ce qu'il y a eu des... Moi, quand j'ai fait mon burn-out, j'ai commencé à avoir des trous énormes et à avoir très peur d'aller sur scène et tout ça. Mais ça m'est passé après. Mais ouais, je pense que c'est une histoire d'ordinateur. Comme la disquette était pleine et je répétais la trilogie, c'était énorme. 4 heures de spectacle, trilogie de la villégiature. On a repris le fil à la patte et là... T'as la nounou qui parle anglais, moi c'était ma nounou, parle anglais, puis ma mère elle dit qu'est-ce qu'elle a dit, et moi je dois traduire. Et puis ce jour-là, mon personnage parlait pas du tout anglais. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je dis elle a dit sa maman est malade. Voilà, c'est le seul truc qui est sorti et à partir de là, j'ai commencé une série de trous énormes et ça allait pas trop à cette période. Mais sinon c'est pour le moment pas trop la chose qui m'arrive. Enfin, c'est pas ça qui me fait peur. J'adore ce genre d'accident, sauf dans Racine, parce que là, t'es à poil, quoi. Tout le monde voit que, ou alors il faut inventer en 12 pieds avec un truc qui rime. Et des acteurs qui font ça hyper bien. Où il y a une autre technique, c'est de faire un peu le chewing gum, et du coup la personne pense mince, j'ai pas entendu. Et tu fais c'est là, et tu fais juste la rime de la fin, et les gens font merde. Ou les sonotones, ils se merde, on entend moins bien. Mais là, c'est pas, là, c'est difficile. Mais moi, c'est pas un truc pour le moment qui me fait trop peur. Et quand ça arrive, pour le moment, ça a toujours été plutôt. On a tricoté un petit peu avec Adeline l'autre jour, mais c'est marrant, ça a créé quelque chose. Je suis toujours preneuse de l'accident quand même. C'est pas mon but, hein, mais. Quelqu'un d'autre? Peut-être qu'avant de nous quitter, est-ce qu'il y a un rôle, un texte, une envie secrète, quelque chose qui vous titille ou vous porte depuis longtemps et... Non, je sais pas. C'est vrai que cette question, elle revient souvent. Et j'ai toujours été très surprise. J'ai toujours rencontré les rôles Vous savez, même dans La Nuit des Rois, par exemple, Thomas, il avait cette manière, en nous rencontrant, très étrange, faut le dire, de dire « Tu veux jouer quoi, toi ?» Du coup, c'est vrai que Viola est un personnage sublime, et c'est vrai que, bon, en tant que femme, il y a des chances que tu répondes Viola, quoi.
Et il y a même des garçons qui répondaient Viola. Même Dominique Blanc a dit bah moi vraiment bah Viola. Et voilà. Et moi c'était Olivia, vraiment Olivia. J'étais tombée amoureuse du personnage et puis Viola je comprenais rien et non je sais pas c'est toujours et puis évidemment maintenant j'aimerais rien jouer d'autre que Viola en l'éprouvant. C'est quand on m'a offert les rôles en fait je sais pas. Si vraiment je réponds à votre question, si je suis vraiment honnête, c'est Hamlet en fait. Mais voilà, et ça a déjà été fait, hein, Sarah Bernhardt, tout ça. Même quand mais je sais que je dis souvent ça, mais il y en a plein d'autres. Enfin non, mais vraiment, je sais pas. J'aimerais. Non, je peux non, mais pas, c'est je déjà peux pas vous Hamlet. répondre. Hamlet, c'est déjà une bonne réponse. Pression en plus de quand on veut les choses, ça arrive pas forcément. Donc en fait, je pense que je pourrais avoir plein d'envies, mais je cherche pas à ça pour, voyez, pour pas être déçue. Il faut pas être superstitieux parce que ça porte malheur. Mais par exemple, je suis au comité de lecture cette année au Français et j'ai eu la chance de lire des pièces. L'année dernière, de lire les pièces qui allaient être proposées pour cette année, l'année d'après, tout ça, pour les faire éventuellement rentrer au répertoire. Et c'était hyper dur parce qu'en fait, tu lis les pièces et j'ai tombé folle amoureuse de certaines pièces, de certains rôles. Et évidemment, c'est pas dans ces pièces-là que j'ai. Enfin, de toute façon, je savais déjà que j'étais dans la nuit des rois à ce moment-là, je n'attendais rien. Mais c'est hyper dur, quoi. Tu es tout de suite frustrée, tu te dis ah, j'ai envie de jouer ça et tout. Et tu sais que c'est pas pour toi et il faut pas laisser ça rentrer pour pas après être déçu. Il faut juste laisser ça à l'extérieur et être content pour les autres et puis s'occuper de ce qu'on a à faire. Mais c'est vrai que c'est pour ça en fait que je sais pas trop répondre. Je pense que ça manque pas les choses que j'aurais envie de faire. Mais Hamlet, je me suis dit à l'école en fait, parce que j'avais eu la chance de jouer un morceau et je trouve ça super. Ouais, j'adorerais. Écoutez, merci beaucoup. On va applaudir très fort Georgia, merci. Qui aura fait un peu de comédie quand même finalement. Merci beaucoup.